Nous allons avoir maintenant la présentation du projet d'avis sur l'autosaisine, le fret en Normandie, qui a été établi sous la présidence de Pascal Ferré, donc président de la commission Territoire, Environnement, Projet Structurant, et de son rapporteur Patrick Morel, qui est à mes côtés. Pascal Ferré s'est excusé ce matin, il avait un impératif dans une autre instance. Donc, ce projet d'avis a été adressé à l'ensemble de cette assemblée le 5 juin pour dépôt d'amendements. Nous n'avons reçu aucun amendement. Nous avons deux invités qui sont M. Philippe Dess, directeur général de Ports de Normandie, qui a été auditionné pendant l'étude. Bienvenue. Monsieur Vincent Palix, directeur territorial de Normandie SNCF Réseau, qui va arriver. Voilà, donc on va commencer par la présentation du rapport par Patrick Morel, puis la discussion générale, le vote, et je donnerai la parole à nos invités après cette séquence formelle. Eh bien, Patrick Morel, c'est à toi. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. En préambule, peut-être ce qu'aurait dit Pascal s'il avait été là, quand on s'est lancé sur cette étude sur le fret en Normandie, d'abord on s'est posé beaucoup de questions en sachant, en partant du principe que pour maîtriser effectivement un sujet comme celui-là, il fallait effectivement bien réfléchir aux enjeux qui sont à la fois nationaux, voire internationaux et locaux. Et donc la difficulté dès le départ a été effectivement de se dire quelle échelle on retient pour pouvoir appréhender ces problèmes. On voit bien qu'on ne peut pas travailler qu'à l'échelle de la Normandie, sur des flux qui font des fois que transiter ou qui partent ou qui reviennent en Normandie, mais dont la destination et l'origine sont à la fois nationales et européennes, voire internationales, notamment si on parle bien sûr des ports. Donc ça, c'est un peu la difficulté de l'exercice. D'autre part, l'idée qui a été retenue dès le départ était en fait de faire une analyse de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, du fret en Normandie et effectivement avec cette échelle un peu plus large qui est l'échelle au moins nationale, et puis se dire qu'il faut avoir un angle d'attaque dans l'étude. On ne va pas aborder le problème, le fret sous tous ses aspects, mais plutôt sur l'enjeu de la décarbonation. On le verra, aujourd'hui, on a une situation qui effectivement est très déséquilibrée entre les transports qui effectivement émettent beaucoup de gaz à effet de serre et des transports qui sont beaucoup plus vertueux et qui malheureusement ne sont pas ceux qui sont dominants aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule pour un peu essayer de définir le cadre de l'étude que l'on a menée. Vous verrez également que dans les propositions, là aussi, on est resté sur des propositions qui parfois sont du niveau national, parce que certaines décisions ne peuvent pas être prises à l'échelle locale. Par contre, on a aussi des propositions qui sont sur notre territoire et qui permettraient effectivement d'améliorer la situation actuelle. Donc si on démarre sur cette étude, la première chose, c'est déjà de refixer un peu les éléments de contexte. Au niveau national, le secteur des transports en France est le premier émetteur de gaz à effet de serre. 34% de ce qui est produit en gaz à effet de serre provient effectivement des transports. À l'intérieur des modes de transport, c'est bien sûr la route qui est l'élément déterminant, parce qu'on a 90% de ces émissions qui sont liées à la route, dont un peu plus de la moitié pour la voiture individuelle, et l'autre moitié pour les transports soit de poids lourds, soit de véhicules utilitaires légers. Alors, les véhicules utilitaires légers, ça peut être du transport, mais ça peut être aussi de l'activité économique, les artisans par exemple. Alors, on voit bien que la stratégie nationale bas carbone, elle fixe comme objectif la décarbonation totale du secteur des transports en 2050, hormis le transport aérien, ce qui est un enjeu absolument énorme si on veut bien sûr y aboutir. D'autant que si on prend la situation actuelle des parcs respectifs des véhicules particuliers et des poids lourds, on a 40 millions de véhicules particuliers
et plus de 600 000 poids lourds. Donc l'enjeu de décarbonation, si on reste sur cette échelle du parc circulant en France, et là on parle que du parc national, il faut rajouter le transit, bien sûr. C'est un enjeu énorme. On voit bien qu'avant d'y aboutir, il va falloir vraiment investir fortement dans la décarbonation, que ce soit dans l'électrification des parcs, voire dans d'autres modes comme l'hydrogène. Et puis aussi, il y a un troisième poste qui est la sobriété, c'est-à-dire qu'on peut aussi réduire peut-être le nombre de véhicules roulants avec des réponses de transport collectif, par exemple, pour les voyageurs, transport collectif qui se développe. Mais là, il y a peut-être un enjeu majeur à mettre en œuvre. Et pour les transports de marchandises, on va le voir avec du report modal sur des modes plus vertueux. Si on analyse un peu l'évolution justement de la croissance des différents modes de transport de marchandises, on s'aperçoit d'abord qu'il y a une croissance continue avec un petit ralentissement autour de l'année 2005, mais globalement on a effectivement un volume qui s'est envolé, puisque de 100 millions de tonnes on est passé à plus de 300 millions en une soixantaine d'années. Et la courbe très intéressante, c'est les courbes qui sont sur le côté droit, où on s'aperçoit qu'en 1970 le transport routier est devenu au même niveau que le transport ferroviaire. Et malheureusement, les deux courbes ont fait que s'éloigner progressivement. Aujourd'hui, le transport routier représente à peu près 90% du transport de marchandises et le ferroviaire est descendu extrêmement bas. On estime qu'il est même aujourd'hui à moins de 10% du trafic, effectivement, du trafic de marchandises. Quant au trafic fluvial, on est autour de 1%, donc on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Donc on voit bien qu'il y a un véritable déséquilibre au niveau des modes de transport, et comme je disais en préambule, malheureusement pas en faveur des modes vertueux. Par contre, il y a aussi un autre élément qui apparaît très important, c'est que si on compare la part du fret ferroviaire en France par rapport à la moyenne de l'Europe, on s'aperçoit qu'on est à peu près à la moitié de la moyenne européenne. Et là, ça pose une vraie question sur les politiques qui ont été menées en France depuis 40 à 50 ans. Tous les pays européens n'ont pas eu ces mêmes politiques. Alors, il y a des pays, je mets à part la Suisse, qui a un taux de transport ferroviaire important, mais la géographie de la Suisse n'est pas celle de la France. Mais si on compare avec l'Allemagne, on s'aperçoit qu'on a vraiment un gap très important par rapport à l'usage en Allemagne du transport ferroviaire. Donc, la France, et par rapport notamment vis-à-vis des objectifs européens, s'est fixé elle-même des objectifs de réduction de cet écart, avec un objectif en 2030 de passer la part du ferroviaire à 18%, c'est-à-dire à doubler la part actuelle du ferroviaire, ce qui apparaît aujourd'hui inatteignable, dans la mesure où il nous reste 5 ans à peine pour passer de 9 à 18%. Alors pourquoi ça apparaît inatteignable? C'est quelles que soient les volontés qui pourraient être mises en œuvre, s'il fallait doubler la part du fret ferroviaire aujourd'hui, on n'a pas le matériel en matière de locomotive pour tracter les trains, on n'a pas les wagons, on n'a pas les conducteurs, et les infrastructures ne sont pas toujours dimensionnées pour pouvoir absorber une telle évolution du trafic. Donc on voit bien que ces injonctions, entre guillemets, et ces objectifs, c'est très bien de les mettre sur le papier, mais la réalité, malheureusement, ne sera pas au rendez-vous à l'échéance 2030. Et en 2050, l'objectif est fixé à 25%, donc il est beaucoup plus ambitieux. Peut-être qu'on pourra y arriver puisqu'on a un peu plus de temps, mais ça, on va voir qu'il va falloir effectivement mettre en place des politiques beaucoup plus volontaristes que celles qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Si on regarde maintenant au niveau plutôt portuaire et maritime, on s'aperçoit que là, vous avez une carte des Interland, des différents ports nationaux et internationaux et européens. Et il y a quelque chose de très marquant. C'est que d'abord, entre 30 et 40% des conteneurs qui viennent en France ne viennent pas de ports français, mais ils viennent des ports d'Anvers et de Rotterdam. Il y a déjà aujourd'hui une situation de répartition des trafics qui sont les trafics qui rentrent en France
ou qui sortent de France et qui viennent par des ports qui ne sont pas des ports français, alors que pour notamment les conteneurs, on a bien sûr le port du Havre. Deuxième sujet, c'est que les interlands des ports français sont uniquement nationaux, c'est-à-dire qu'ils ne concernent pas les pays étrangers, contrairement à Anvers, Rotterdam, Hambourg, qui sont effectivement des ports qui ont un interland international. On verra que d'ailleurs cette situation est à prendre en compte, notamment avec le projet du canal Seine-Nord-Europe, puisqu'on voit qu'aujourd'hui l'interland du port d'Anvers touche l'Île-de-France. Donc on verra que l'ouverture d'un canal qui mettrait en contact direct l'Île-de-France avec le nord de la France et les ports de la Hanse ne pourrait qu'accentuer ce phénomène et éventuellement fragiliser notamment le port du Havre. Si on compare aussi sur d'autres ports la part respective du fluvial, du rail et de la route, on s'aperçoit que le port du Havre, qui est tout en haut du graphique, a une part effectivement fluviale qui existe, qui est quand même relativement intéressante. Par contre, la part du ferroviaire est très très faible. Elle doit être de l'ordre de 4%, ce qui est d'ailleurs à peu près la moyenne qu'on a estimée en Normandie. Donc on n'est même pas au niveau national. Donc on voit qu'il y a une marge de manœuvre énorme, mais ce n'est pas parce que la marge de manœuvre est importante qu'elle est facile à atteindre, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit en préambule, relancer le fret aujourd'hui, ça veut dire investir fortement dans les moyens que nous n'avons plus. Et investir fortement, ça veut dire du temps, parce qu'il faut de l'argent, mais c'est aussi du temps. Construire des locomotives qui n'existent pas, ça prend du temps. Acheter des wagons qui n'existent pas, ça prend du temps, même s'il y a des compagnies privées qui louent effectivement des locomotives et des wagons, mais ces compagnies privées, elles ont dimensionné leur parc en fonction des besoins actuels. Donc elles n'ont pas non plus une capacité de réponse qui va être immédiate et suffisante pour relancer effectivement la machine. Donc dans ce contexte, le Césaire s'est intéressé à cette étude sur le fret en Normandie, en partant du principe qu'effectivement il y a une situation nationale qui est ce qu'elle est, il y a une situation normande qui est également ce qu'elle est. On s'aperçoit que la part du ferroviaire est déjà plus faible que la moyenne nationale. Par contre, nous avons aujourd'hui des enjeux importants liés à l'activité portuaire, liés à l'axe Seine qui est un axe majeur effectivement d'échange et de développement, notamment avec l'Île-de-France. Donc nous avons des atouts. Il faut savoir les mettre en enjeu maintenant et en enjeu positif. D'ailleurs, le port du Havre, par sa représentante au Césaire, nous avait expliqué que si on voulait continuer à développer l'activité du port du Havre, la route ne pourrait pas assurer l'ensemble des déplacements nécessaires à l'augmentation du trafic. Donc effectivement, il faut se tourner vers d'autres modes de transport, comme le fluvial bien sûr, et le ferroviaire qui peut être une bonne réponse notamment au trafic massifié comme celui des containers. Alors si on analyse maintenant les raisons du déclin, notamment du fret ferroviaire, parce que on a bien vu que jusque dans les années 70, la part prépondérante des transports en France était le ferroviaire. Et ce basculement, qui n'a fait que s'accentuer au fil des ans, il a des explications. Alors à la fois, il y a des causes endogènes. Depuis les années 70, surtout 80, la SNCF a fait un choix d'investir fortement sur le développement des TGV, au détriment du reste du trafic, et notamment des TER. Ça, les régions ont pris la main en 2002 et ont redressé la barre. Par contre, le fret a été le grand perdant de ces choix. Et aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que le sous-investissement qui a été fait sur le fret ferroviaire, effectivement, nous conduit à la situation que nous pouvons observer. Deuxièmement, il y a la qualité du réseau. On a un réseau qui est vieillissant, puisque la moyenne d'âge du réseau en France est de 30 ans, alors qu'en Allemagne, il est de 15 ans. Donc on s'aperçoit aussi qu'on paye ces sous-investissements sur les infrastructures ferroviaires qui sont moins performantes qu'elles n'étaient il y a encore une vingtaine d'années. Troisièmement, il y a la rigidité d'organisation du système fret ferroviaire français. Quand vous voulez commander des sillons pour faire circuler un train de fret, ça ne se fait pas du jour au lendemain, alors que si vous avez besoin de lancer une nouvelle ligne de trafic, avec la route, c'est beaucoup plus réactif. Donc ça aussi, c'est un handicap aujourd'hui pour dynamiser effectivement le fret ferroviaire. Et puis, dernier point, il y a l'impact de l'ouverture à la concurrence, puisque le trafic fret ferroviaire est ouvert à la concurrence depuis plus de 10 ans. On s'aperçoit en réalité que cette ouverture à la concurrence devait booster le fret ferroviaire. En fait, elle n'a pas eu du tout cet effet-là. Les nouveaux entrants n'ont pas réussi à... Ils n'ont pris que des parts de marché à la SNCF, en gros.
mais ils n'ont pas modifié le volume global de trafic ferroviaire. Et je dirais que ça n'a conduit qu'à affaiblir la SNCF sur ces marchés. Et le deuxième élément qui a contribué à mettre la SNCF en difficulté, c'est effectivement l'amende que l'Europe lui a infligée il y a quelque temps de 5 milliards d'euros, parce qu'elle avait bénéficié d'une aide de l'État français pour justement sauver le fret ferroviaire tel qu'il était aujourd'hui. Et comme la France n'a pas voulu payer cette amende, elle a négocié effectivement un nouveau démantèlement de SNCF Fret, qui s'est traduit par la création de 2 entités. Une entité qui fait, comme elle faisait avant, le transport du fret, et une autre entité qui gère le matériel. Mais surtout, ce qui est plus grave, il a fallu qu'elle cède 30% de ses trafics à ses concurrents. Donc on voit bien que toutes ces mesures qui ont été prises successivement n'ont fait qu'affaiblir le système ferroviaire français au lieu de le dynamiser. Mais les causes exogènes, il y en a d'autres aussi, c'est que la désindustrialisation de la France a privé le fret ferroviaire de trafic lourd, notamment du charbon et de l'acier. Ça, c'est la conséquence dans les années 70. Et puis, le juste à temps, le zéro stock, a aussi eu son influence sur la difficulté qu'a eu le fret ferroviaire à s'adapter à ces nouvelles donnes en matière de logistique. Puis la concurrence de la route, ça on l'a vu, la souplesse et puis les coûts qui sont inférieurs, qui ont effectivement été un élément important dans le déclin du fret ferroviaire. Concernant le fluvial, c'est un peu différent. Le fluvial, la géographie limite son fonctionnement. Si on n'a pas de canaux, on n'a pas de fluvial. Donc déjà, on voit qu'en Normandie, c'est l'axe Seine qui est l'élément clé au niveau du fluvial. On a des problèmes de gabarit et de tirant d'air, mais justement, on n'en a pas sur la Seine. On a vraiment une situation presque idéale entre Le Havre et Gennevilliers, où on a une capacité importante, on n'a pas de pont avec des gabarits qui limitent l'emport des conteneurs sur des hauteurs importantes. Donc on a une situation plutôt favorable. Par contre, tout le système de la batellerie est peu organisé. Ce sont plutôt des artisans et c'est vrai qu'ils n'ont pas une force de frappe suffisante pour effectivement se positionner sur des marchés de trafic plutôt organisés. Ils sont beaucoup dans le transport de vrac et beaucoup moins, même si ça se développe, dans le transport des containers. Alors, il faut parler quand même des projets d'infrastructure sur la partie fluviale. On a ce qu'on appelle la chatière, donc au port du Havre, qui va permettre de mettre en lien d'une manière beaucoup plus effective le transport maritime et le transport fluvial, avec des transbordements qui seront beaucoup plus organisés. Et puis, on a l'ouverture du canal, enfin le projet du canal Seine-Nord Europe, le projet Magéo et le projet Braine-Nogent, vaut mieux, voilà, la carte est plus parlante. Donc en fait, c'est un grand projet qui consiste à mettre à grand gabarit le canal qui reliera dans le futur, en gros, la Seine au port de Anvers. Donc on voit, il y a le projet que vous voyez le plus en haut de la carte en rose, qui est le canal Seine-Nord Europe. C'est un canal qui serait mis au gabarit sur plus de 100 km. Le deuxième petit ovale rose, c'est le projet Magéo qui consiste à mettre au grand gabarit la section Creil-Compiègne. Et puis tout en bas à droite, c'est Braine-Nogent, c'est une mise au gabarit pour effectivement améliorer le transport des céréales de la Brie vers l'Île-de-France, voire vers le port de Rouen. Alors ce projet-là, on peut en dire quand même 2 mots. Le projet du canal Seine-Nord Europe, sans parler de Magéo et de Braine-Nogent, c'est plus de 5 milliards d'euros pour mettre au gabarit ce canal. Simplement, même si on le met au gabarit, il faudra quand même faire le projet Magéo qui est juste avant, qui n'est pas chiffré aujourd'hui. Donc on va dépasser bien sûr les 5 milliards. Il peut interroger la Normandie, c'est très clair, parce qu'on voit bien que déjà, vu la part de marché que le port d'Anvers a sur l'Île-de-France, rajouter effectivement un lien direct et performant avec le port d'Anvers pour alimenter effectivement le bassin francilien, crée vraiment un risque majeur pour l'activité des ports normands. Donc on a beaucoup discuté à la commission. Il y aura d'ailleurs une contribution qui sera présentée en septembre par rapport au canal Seine-Nord Europe. Ce qu'on peut dire, c'est que pour essayer de ne pas perdre des marchés par rapport à cette future infrastructure, l'idée c'est de s'organiser d'ores et déjà pour dynamiser le trafic fluvial entre Le Havre, Rouen et l'Île-de-France pour occuper le marché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura occupé le marché avec des opérateurs qui auront structuré et qui auront mis en place des systèmes performants,
on peut mieux se protéger par rapport à cette ouverture qui, effectivement, si on n'est pas organisé d'ici l'ouverture, bon, elle n'est pas encore effective, bien évidemment, on peut risquer effectivement de perdre beaucoup. Donc c'est vraiment un élément important à prendre en compte dans les projets futurs. Alors, il y a aujourd'hui des politiques qui aident au report modal. Il y a déjà des aides au fret ferroviaire qui sont effectivement diffusées auprès des chargeurs. C'est notamment des aides pour réduire le montant des péages. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que le fret ferroviaire paye très, très cher l'usage de ces infrastructures, contrairement à la route. Donc là, il y a une distorsion importante entre effectivement les coûts que doit supporter le fret ferroviaire par rapport à la route, notamment quand des routiers qui font du transit international et qui traversent la France sans apporter la moindre valeur ajoutée, et quand bien même qui utilisent les infrastructures gratuites pour éviter les infrastructures payantes, on voit bien que là, il y a une distorsion de concurrence qui est quand même importante. Deuxièmement, c'est vrai que ces aides-là, c'est plutôt le principe du non-pollueur aidé plutôt que le principe du pollueur-payeur. Bon, je n'ai pas de commentaires à faire sur ces choix. L'important, c'est qu'effectivement, il faut trouver des leviers pour que le système le plus vertueux soit le plus attractif. Soit on aide ceux qui l'utilisent, soit on fait payer ceux qui sont les pollueurs. Bon, là, le choix est plutôt d'aider les non-pollueurs. Et puis, le problème, c'est que toutes ces aides, c'est très bien, mais si on veut avoir un transfert modal, il faudra effectivement avoir un transfert du transport routier actuel vers des modes vertueux et avoir une cohérence des politiques publiques en la matière, c'est-à-dire que les aides qui sont accordées au niveau public se tournent vers les transports vertueux d'une manière significative, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors sur la Normandie, on s'aperçoit que ce qui est assez déterminant et assez structurant en matière de transport du fret, ce sont bien sûr les activités portuaires, notamment d'Aropa. Je rappelle, Aropa, c'est l'entité Le Havre, Rouen et Paris, et puis les ports de Normandie, dont nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir le directeur, qui regroupe les ports de Cherbourg, Caen, Ouistreham et Dieppe. Donc on a deux structures majeures qui gèrent les ports normands. Et effectivement, on a des ports qui sont très actifs avec chacun leur spécificité et qui sont des pourvoyeurs de trafic fret relativement importants. Deuxièmement, on a la logistique. Faut savoir que la Normandie, c'est la deuxième région de France en matière de logistique si on le prend sur le critère de l'emploi salarié, notamment très concentré sur la vallée de la Seine. Mais on a aussi des plateformes logistiques sur d'autres secteurs. Je pense à Caen notamment, plutôt dans la grande distribution. Et donc, c'est vrai que ce sont aussi des pourvoyeurs importants de trafic de fret. Donc, on voit bien aussi que l'axe fort, ça reste quand même la vallée de la Seine. Si on prend la massification des flux, il se situe surtout là. Dès qu'on sort de cet axe majeur, on est plutôt sur des flux plus diffus et qui nécessitent effectivement d'autres organisations de transport. Et c'est vrai que le basculement sur des modes massifiés comme le fret ou sur la voie d'eau, on la voit plus. Bon, la voie d'eau, par définition, ce sera la vallée de la Seine. Mais sur le fret également, la vallée de la Seine restera quand même un élément majeur. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le fret ferroviaire est aujourd'hui très peu développé en Normandie, entre 3 et 4%. Par contre, le fret fluvial représente 40% du fret fluvial français. C'est la vallée de la Seine, bien évidemment, qui reste effectivement très importante par rapport à un volume très faible. C'est-à-dire qu'on est à 1% du volume national, mais chez nous, ça représente presque la moitié du volume national. Et donc, ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est qu'au-delà de cette situation, on a quand même des opérateurs qui se sont lancés dans le développement de modes massifiés vertueux. On a Brittany Ferries, la compagnie qui opère le transmanche sur notre territoire, qui a lancé une opération de ferroutage entre Cherbourg et Mouguer. Alors Mouguer, c'est à côté de Bayonne. Donc en fait, l'objectif, c'est de transporter des remorques de poids lourds qui viennent d'Irlande et qui vont en Espagne. Plutôt que de les faire transiter en France par la route, on les fait transiter par le mode ferroviaire. Et donc ça, c'est vraiment une perspective d'avenir pour éviter effectivement que le transport routier de longue distance emprunte la route. Donc là, on a une expérience qui est très intéressante. Ça vient de démarrer au mois de mai. Et les responsables de Brittany Ferries nous ont annoncé que si ça marchait bien, ils ouvriraient une deuxième ligne sur le même secteur. Deuxième exemple intéressant, c'est la plateforme trimodale du Val d'Azay. Alors ça se situe à côté de Vernon. C'est en fait les carrières de Vignat
qui sont à la limite de l'Orne et du Calvados, qui ont mis en place cette plateforme multimodale, c'est-à-dire qu'ils veulent acheminer par les trains leurs trains de cailloux jusqu'à cette plateforme pour les transvaser sur des barges qui vont emprunter la voie fluviale. Donc voilà un deuxième exemple, j'irais, d'une opération qui va vers du transport vertueux, c'est-à-dire qu'on essaye d'organiser le système pour qu'on fasse le moins appel à la route. Bon, on ne peut pas tout, bien sûr, transférer sur des modes comme le fer et le fluvial, mais on voit qu'il y a des opérateurs privés qui eux-mêmes prennent l'initiative. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on aimerait que ce soit plus l'État, la région et la SNCF qui organisent ce transfert modal. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas à la manœuvre, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi des opérateurs privés qui s'investissent dans ce domaine. Et puis, il y a la Chatière du Havre qui est aussi un élément important qui va permettre de dynamiser, nous l'espérons, le trafic fluvial sur la Seine. Alors, les préconisations que nous allons vous présenter, il y a un préalable absolu, c'est qu'il faut une politique volontariste de l'État. Tout ce qu'on vous propose n'a de sens que si l'État s'implique fortement dans un nouveau modèle qui sera effectivement de remettre en perspective du développement de fret alternatif à la route. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la route. Bien évidemment que même à l'horizon 2050, la route représentera encore entre 65 et 70% du trafic en France, et si déjà on arrive à tenir les objectifs qu'on s'est fixés. Donc il ne s'agit pas d'être anti-routier, ce n'est pas du tout l'objectif de l'étude. D'ailleurs, sur la route, on a évoqué aussi tous les engagements qui sont déjà pris pour, verdir le trafic routier. Donc l'idée, c'est d'accompagner aussi ce verdissement du trafic routier par un basculement vers des trafics vertueux et ce report modal, bien sûr, qui apparaît aujourd'hui indispensable. Donc, à l'échelle de la Normandie, les deux grands objectifs qu'on a retenus, c'est d'abord favoriser le développement du fret fluvial pour les relations entre la Normandie et l'Île-de-France notamment, même si la plateforme de l'Île-de-France peut servir d'une plateforme d'éclatement vers des zones un peu plus larges, que ce soit, même si c'est en mode routier, déjà on aura au moins utilisé l'axe Seine pour effectivement développer le trafic fluvial. Et deuxièmement, c'est développer le fret ferroviaire et le transport combiné depuis les ports normands, puisqu'on a bien rappelé tout à l'heure que c'était des vecteurs et des émetteurs de trafic, et les plateformes logistiques pour le trafic domestique et international massifié. Ça, c'est très important, c'est de bien effectivement distinguer, de privilégier les outils qui sont les plus appropriés au transfert modal. La Seine, c'est pour le transfert vers le fluvial, et effectivement pour le reste, là où on peut, bien évidemment, on ne peut pas aller partout, c'est plutôt le fret ferroviaire. Alors les préconisations du Césaire, on va les aborder maintenant directement. Là, on va rentrer un petit peu dans le concret. La première chose que l'on propose, alors là, on est au niveau normand, hein, c'est de mettre en place un moratoire sur la suppression des emprises foncières et des embranchements et des triages au niveau ferroviaire. Si on veut relancer le fret demain et qu'on a sacrifié les outils qui nous permettent de relancer ce mode de transport, il est évident qu'on n'aura pas les moyens de les reconstituer. Aujourd'hui, on a des embranchements, on a pris quelques exemples, ils ne sont pas exhaustifs. Hein. Cormel-le-Royal, c'est parce qu'à Cormel-le-Royal, il y a une plateforme Carrefour pour le Grand Ouest qui vient de s'implanter. Elle est le long de la voie ferrée, mais elle n'est pas raccordée à la voie ferrée. Et quand on voit le nombre de camions qui, tous les jours, sont garés sur cette plateforme, on peut se dire qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Moult, c'est un peu différent, c'est Amazon, mais bon, Amazon, sa politique, c'est le non au ferroviaire. Bon, peut-être que ça évoluera dans l'avenir, mais pareil, c'est implanté le long de la voie ferrée, sans raccordement. Et puis les triages, parce que on a besoin des triages, si on veut effectivement relancer le fret, on a besoin de passer dans des structures pour effectivement constituer des trains, les réorganiser. On a 3 grands triages, on a Sotteville, Mésidon et Socan. Socan, c'est au Havre. Et l'idée là aussi, c'est de maintenir ces triages
au moins les maintenir en l'état. Il ne s'agit pas de les relancer du jour au lendemain, puisque si on n'a pas de trafic, ce n'est pas le sujet. Mais ce n'est pas d'aller les démanteler et puis de faire des opérations immobilières à la place, parce qu'après, on ne reviendra plus jamais sur ces structures-là. On a fait les erreurs de démanteler les tramways dans les années 50-60 pour les remettre 20 à 30 ans après, avec des coûts, bien évidemment, très importants. Donc, ne refaisons pas ces erreurs-là. Préservons l'existant pour justement repartir sur une nouvelle dynamique du fret ferroviaire. Deuxièmement, il y a un vrai sujet aujourd'hui pour le fret ferroviaire qui, heureusement encore, circule encore, c'est que tout transite par l'Île-de-France, et notamment par le nœud de Valenton, qui se situe au sud de Paris, et le nœud de Valenton, où transitent pratiquement tous les trains de fret qui vont du nord au sud ou de l'est à l'ouest, est totalement saturé. Donc l'idée que l'on suggère et qui a déjà été regardée, mais le sujet avance assez peu aujourd'hui, c'est de développer des contournements ferroviaires à l'Île-de-France. Alors vers le nord, via Rouen, Amiens et Valenciennes, ou Lille, on voit c'est l'axe qui est en vert sur la carte, et vers le sud, c'est l'axe jaune, c'est Rouen-Caen-le-Montour. Alors surtout ce deuxième contournement, il a aussi un avantage, c'est de mettre en connexion le grenier à blé de la France avec le port de Rouen, qui est le premier port exportateur de blé en Europe. Donc là aussi, on conforte une place forte, et ça c'est important. Et pour le vert, c'est tous les trafics internationaux à destination du Benelux, de l'Allemagne, qui peuvent effectivement transiter, voire même la Suisse, par la ligne qui est en vert et après les lignes qui sont en bleu que vous voyez sur la carte. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Alors ça nécessite des investissements parce que l'axe qui est en jaune est très peu électrifié. Et là, on voit bien qu'un axe non électrifié n'a pas la même performance qu'un axe électrifié. C'est pour ça qu'on propose également l'électrification de la section Elbeuf-Serquigny. Il y a une étude aujourd'hui pour mettre au gabarit les tunnels pour faire passer des conteneurs. Elle n'intègre pas l'électrification, ce qui nous paraît totalement aberrant. Donc là aussi, c'est un élément très important qu'il faut intégrer. Par contre, la ligne verte, elle est électrifiée. Donc c'est aussi un avantage énorme de pouvoir l'utiliser d'ores et déjà. Réaliser la section de la LNPN, alors je vais en dire deux mots parce que ce n'est pas vraiment une priorité pour le fret, même si ça doit libérer des sillons fret. J'accueille Vincent Palix, directeur SNCF Réseau. Tu as raté déjà une première partie, mais il en reste encore. Donc, la LNPN, alors vous savez que c'est un sujet d'actualité, la présidente en a un petit peu parlé. Pour une raison simple, c'est que l'Île-de-France vient de publier son schéma régional d'aménagement du territoire à l'horizon 2040 et que la LNPN n'a pas une grande place, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, comme l'a rappelé Catherine, elle n'est pas exclue. Elle est citée, page 68, puisque j'ai pris le temps un peu de lire le document. Ce qui est écrit est assez d'ailleurs troublant par rapport au discours de la présidente de l'Île-de-France, puisqu'il est écrit que les dispositions d'urbanisme devront prendre en compte les décisions de l'État relatives au projet LNPN. Ça veut dire que quand on écrit ça, on considère que quand le projet LNPN sera défini de manière définitive, il faudra que les projets d'urbanisme qui pourraient se trouver sur le parcours de la ligne, pour les tronçons de ligne nouvelle, devraient intégrer le parcours, le tracé de la ligne. C'est assez surprenant parce que je trouve ça assez contradictoire avec le discours qui est tenu par la présidente de l'Île-de-France. Et page 77, dans la liste, page 80, pardon, dans la liste des projets, alors il y en a une centaine, qui sont cités, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et il y a le numéro 74, il y a marqué LNPN, sans commentaire. Bon. Et page 77, il est mis en avant l'impact écologique de la LNPN qui consommerait 192 hectares d'espaces naturels et forestiers, à peu près la même chose que le Grand Paris Express. Alors ça, c'est si on retient la version actuelle avec un parcours en surface entre le tunnel et la voie classique qui effectivement va traverser un certain nombre de parcelles agricoles. Donc simplement pour dire qu'effectivement les déclarations qui ont été faites et qui ont suscité des réactions immédiates d'un certain nombre d'élus, effectivement il faut je ne vais pas dire les moduler, mais bien regarder ce qu'il y a dans le SDRIF
La LNPN n'est pas exclue. Simplement, la présidente a redit encore que c'est le tracé qui, pour elle, n'était pas acceptable. Donc il va falloir peut-être qu'on se mobilise, mais effectivement en prenant des éléments factuels et puis en étant bien sur les positions de la Normandie qui doit défendre bien évidemment ce projet, et notamment sur l'aspect, sur les deux tronçons, Paris-Mantes et Rouen-Barentin. Bon, simplement j'ai fait un aparté parce qu'on avait cité le projet LNPN qui normalement doit aussi libérer des sillons, sachant qu'on est aussi sur plutôt une logique d'utiliser d'autres lignes pour pénétrer la région parisienne, notamment au départ du Havre, il y a la section Motteville-Montérolier-Buchy qui évite de transiter par la gare de Rive-Droite et qui nécessite une modernisation complémentaire. La ligne Serqueux-Gisors, qui est un peu la prolongation et qui effectivement permet d'éviter d'utiliser les lignes classiques actuelles entre Rouen et Paris. Donc là aussi, on a on a regardé qu'il y avait peut-être des travaux à faire pour accueillir des trains plus longs sur la section Serqueux-Gisors. Et puis, on reste aussi sur deux lignes qui sont importantes à notre avis. Il y a la ligne Glos-Montfort-Honfleur, qui est une ligne qui n'a jamais été officiellement fermée, puisqu'il y a encore eu des trains de fret il y a à peu près une douzaine d'années, notamment les carnières de Vignac qui ont utilisé le port d'Honfleur pour exporter leurs matériaux, et qui s'est arrêté parce qu'il y a eu effectivement un éboulement et que la ligne a été coupée, et que depuis cette ligne, bon, elle n'est pas officiellement fermée, mais elle n'est plus en activité. Et en fait, on avait déjà retenu cette réouverture, ce projet plutôt de réouverture dans l'étude qu'on avait faite sur les transports de voyageurs par rapport aux besoins de la ville d'Honfleur qui reçoit plus de 5 millions de visiteurs par an. Et là, on voit qu'il y a une conjonction d'intérêts entre les voyageurs et le fret. Alors, je sais que la région dit que ça coûte très cher à rouvrir, mais il faut peut-être quand même se pencher sur ce sujet avant de l'éliminer pour des raisons simplement financières, même si elles sont importantes. Deuxième élément, c'est réhabiliter la ligne Motteville-Saint-Valery-en-Caux. Là, c'est le projet de PR2 et c'est aussi une demande de DDF qui, effectivement, est intéressé par ce projet pour pouvoir alimenter son futur chantier. Donc voilà, nous avons listé quand même des projets sur la région Normandie, sachant qu'effectivement, ils ont du sens que si on est dans une politique de relance de fret ferroviaire. Et il faut bien se dire, comme j'ai dit en préambule, que tout ça n'a de sens que s'il y a une véritable volonté politique et des moyens qui sont attribués à cette relance. Cette relance ferroviaire, il y a aussi la problématique de l'acceptabilité. On l'a vu avec la ligne Serqueux-Gisors, là aussi il y a eu une levée un peu de bouclier de la présidente de l'Île-de-France par rapport à certains riverains qui se sont inquiétés des nuisances occasionnées par le passage de trains de fret, puisque ce n'était pas le cas précédemment. Donc ça veut dire que là aussi il y a un travail à faire sur l'acceptabilité avec des mesures mises en œuvre pour limiter les effets, notamment au niveau du bruit, des passages des trains de fret, notamment dans les zones urbaines. Et puis, alors ça c'est une idée qui est apparue dans la commission, la mixité voyageurs-fret sur certains trains. Bon, ça existait dans le passé, mais à l'époque où ce n'était pas des trains automoteurs, c'était des trains avec des wagons, donc on pouvait adjoindre à des voitures de voyageurs, un wagon pour transporter des colis et des marchandises. Bon, l'idée c'est peut-être de se poser des questions s'il n'y a pas moyen d'utiliser dans les heures creuses une partie des trains de voyageurs pour transporter des plis, voire des colis. Bon, ça c'est vraiment plutôt à titre expérimental que nous l'avons cité. Et puis, pour la partie fluviale, puisqu'on voit que sur le ferroviaire, ça va nécessiter des investissements importants, et puis aussi un certain délai, parce que tout ne peut pas redémarrer, comme j'ai dit tout à l'heure, du jour au lendemain. Même si on faisait les travaux sur les infrastructures, ce qui est souvent un préalable, il faudra aussi anticiper l'achat de matériel et de formation de conducteurs, ce qui est aussi un véritable enjeu. Par contre, sur le fluvial, les choses peuvent aller plus vite parce qu'au niveau des infrastructures, une fois que la chatière sera réalisée et que la mise aux normes des écluses sera terminée, on aura un système qui sera très performant et avec une capacité aujourd'hui estimée à 4 fois le trafic actuel sur la Seine. Ça veut dire que sans investissement nouveau,
on peut multiplier, au niveau des infrastructures je parle, hein, on peut multiplier potentiellement par 4 le trafic, ce qui quand même aujourd'hui est une sacrée gageure, parce que autant sur le ferroviaire et sur la route, on n'aura jamais cette capacité. Sur la route, on voit là où c'est congestionné, il faut faire des voies nouvelles, et sur le ferroviaire, il faut effectivement aussi moderniser les infrastructures. Donc le fluvial est vraiment peut-être une priorité à mettre en œuvre, mais effectivement, une fois qu'on a les infrastructures, il faut aussi avoir les moyens. Il faut avoir des barges, il faut avoir des pilotes de barges, il faut avoir des spécialistes de mise à quai des barges. Donc ça veut dire que là aussi, il va falloir investir au niveau de la batellerie, c'est-à-dire investir dans des barges, et si possible dans des barges vertueuses. Alors même si elles ne sont pas aujourd'hui vertueuses, elles économisent quand même des gaz à effet de serre par rapport à la route, mais il y a déjà des expérimentations de barges électriques avec des postes à quai de recharge électrique. Donc là, il y a vraiment une des pistes à poursuivre. Il y a aussi sûrement à structurer le secteur de la batellerie. Ça, c'est un véritable enjeu, parce qu'on est dans un secteur extrêmement artisanal. Et c'est vrai que pour répondre à des appels d'offres de transport massifié, c'est beaucoup plus compliqué quand vous avez une multitude d'acteurs que quand vous avez des acteurs qui savent structurer les marchés. Deuxièmement, on a proposé, alors là, c'est une proposition qui était déjà évoquée, mais qu'on a reprise, c'est la création d'une école nationale de formation au métier du fluvial basée à Rouen. Alors Rouen étant le point un peu central du système, à mi-chemin entre Le Havre et Paris, donc il nous a semblé que c'était important de se positionner sur cet aspect. Et puis favoriser la mutualisation entre les opérateurs et armateurs. Il est important de structurer aussi la connexion entre ceux qui ont des besoins de transport et ceux qui sont en capacité de leur apporter des réponses. Là aussi, c'est quelque chose à mettre en œuvre, puisqu'aujourd'hui, on a cette difficulté effectivement d'un opérateur qui va chercher à trouver des trafics massifiés sur le mode fluvial et qui va avoir des difficultés à avoir des interlocuteurs qui sont en capacité de lui apporter une réponse. Et puis anticiper la mise en service du canal Seine-Nord-Europe, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Ça passe bien évidemment par une organisation beaucoup plus performante du trafic fluvial sur la Seine. Donc, autre sujet que j'ai un peu évoqué, c'est d'accompagner les opérateurs dans le verdissement de leur flotte. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelques initiatives qui sont prises, mais là, il y a peut-être une politique à mettre en œuvre et un soutien fort au verdissement de la flotte et de la batellerie. Et puis, ça s'accompagne, comme je l'ai dit, de l'électrification des quais, parce que si on met des barges électriques, c'est bien, mais il faut qu'elles puissent avoir des systèmes de recharge rapide pour effectivement ne pas être pénalisées par rapport à ce type de performance. Et puis, en fait, pour accompagner le report modal, il faut favoriser la logistique multimodale. Lors de la création de nouvelles plateformes, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on voit la plateforme Carrefour qui s'implante à Caen le long de la voie ferrée qui n'est pas raccordée, ça pose vraiment une question. Et je crois que là aussi, les collectivités publiques qui sont en soutien à la création de plateformes logistiques doivent, quand le ferroviaire est à proximité ou le fluvial, elles doivent conditionner leurs aides sûrement au raccordement aux infrastructures, qu'elles soient fluviales ou ferroviaires, pour utiliser des modes plus vertueux. Il faut aussi peut-être travailler sur l'identification des flux qui pourraient être acheminés par voie ferroviaire ou fluviale et favoriser le développement d'offres de transport combinées et de chaînes logistiques intégrées. Il est certain que le ferroviaire comme le fluvial, je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas régler tous les problèmes de déplacement de fret. On a souvent besoin de transports terminaux ou de préacheminement qui se font souvent par la route, parce qu'effectivement, on a besoin de concentrer les trafics à des endroits définis, et cette concentration, elle passe par des transports qui sont plus diffus. Et donc, ce qu'il faut, c'est surtout organiser des secteurs de transfert entre les modes de transport qui soient les plus performants, les plus rapides et les moins coûteux possibles. Parce que les ruptures de charge, c'est vraiment l'ennemi du transport et de la performance du transport aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça s'organise. Il y a déjà des plateformes de transport combinées qui existent. Et donc effectivement, l'idée, c'est de favoriser le développement de ces plateformes intermodales pour avoir une réponse qui soit plus adaptée à des trafics combinés. Deuxièmement, on parlait de trafic de desserte terminale.
il y a une vraie réflexion qui commence à poindre, notamment dans les villes et les agglomérations, c'est la logistique urbaine durable. Alors évidemment, au plus fin, c'est la cyclo-logistique, malheureusement opérée par des opérateurs qui ne sont pas toujours très vertueux au niveau social, mais ça c'est un autre problème. Mais dans les zones urbaines denses, effectivement, quand on arrive dans une gare ou dans une plateforme logistique, après se pose la logistique souvent du dernier kilomètre, ce qu'on appelle. Et là, c'est souvent une logistique routière, donc elle peut être routière électrique, mais elle peut être plus fine aussi avec des systèmes organisés. Alors, au plus fin, c'est la cyclo-logistique. Ça aussi, ça s'organise puisque le transport, il va d'un point A à un point B. Et souvent, c'est la partie terminale qui est parfois la plus délicate. Et donc là, on a un vrai sujet à travailler avec les agglomérations notamment pour développer cette logistique urbaine durable. Et effectivement, c'est aussi, alors là, il y a un travail aussi, dernier sujet, d'accompagner, d'informer les clients, les chargeurs, les commissionnaires de transport et les logisticiens. C'est eux les donneurs d'ordre, hein, c'est eux qui décident en fait des modes de transport qu'ils vont utiliser pour leurs clients. C'est d'aller vers des modes massifiés, bien sûr, si leurs activités correspondent à ces besoins, avec des dispositifs fiscaux et financiers. Parce que là aussi, si on n'aide pas le transfert modal au niveau des opérateurs et des chargeurs, on sait très bien ce qui va se passer. La route va rester le point dominant pendant longtemps, parce qu'effectivement, la route, l'avantage énorme, je ne sais pas que vous claquez dans les doigts, mais vous appelez un transporteur routier, le soir même, il vous amène un SMI et votre marchandise, elle part dans les 2 heures qui suivent. Vous appelez la SNCF et ça ne se passe pas pareil. Vous appelez un batelier, une société de batterie, elle n'a pas la barge disponible forcément tout de suite, il faut qu'elle revienne. En plus, les délais de circulation entre Rouen et Paris par une barge, ce n'est pas les mêmes délais que par la route. Donc il faut bien voir que si on ne met pas en valeur ce que peuvent apporter ces modes de transport alternatifs auprès des chargeurs et des clients qui sont les donneurs d'ordre, eh bien effectivement on a ce réflexe qu'on connaît bien, c'est d'aller vers le plus simple, le moins cher et le plus rapide. Et donc là on aura toujours ce problème vis-à-vis de la route qui restera toujours, comme je l'ai dit, même à l'horizon 2050, le moyen de transport qui est le plus souple et le plus adapté aux besoins immédiats. Maintenant, si on veut réorganiser effectivement le système en faveur de ces modes massifiés et plus performants en matière d'émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi un travail avec ceux qui sont les donneurs d'ordre. Et donc c'est un peu ce que l'on propose effectivement en dernier point. Pour conclure sur cette étude, je pense que vous voyez que ce n'est pas une étude qui a été simple, parce que les enjeux nous dépassent souvent l'échelon régional, nécessiteront forcément des investissements lourds. Or, la période d'aujourd'hui n'est pas la plus favorable. On le sait bien, que ce soit au niveau national, même au niveau de la région. On a vu tout à l'heure les 50 millions qui n'ont pas été ponctionnés, mais néanmoins, la région a dû faire effectivement des efforts en matière de réduction de ses investissements. Toutes les collectivités sont impactées aujourd'hui, donc l'argent public va devenir plus rare, et donc ça veut dire que les décisions politiques vont être encore plus importantes, c'est-à-dire que c'est elles qui vont être déterminantes. Et aujourd'hui, c'est la politique de l'État qui va être déterminante. Quand on voit que l'État s'est fixé cette part de marché du ferroviaire à 18% en 2030, qui est inatteignable, je parle sous couvert de SNCF Réseau, mais c'est un mur qu'on a devant nous là aujourd'hui. Donc si on voulait atteindre même ne serait-ce que 2% de plus, il faudrait déjà mettre des moyens qu'on n'a peut-être pas d'ici 2030. Donc l'horizon 2030, il faut, je ne sais pas, il faut l'oublier, mais il faut déjà se projeter sur un horizon plus long. Pour le ferroviaire, ça c'est sûr. Pour le fluvial, beaucoup moins. Je pense que c'est là qu'il faut creuser aujourd'hui. On a plus de facilité à développer, à mon avis, le fluvial, mais avec ses contraintes, c'est-à-dire c'est l'axe Seine. Hein. Pour l'instant, on n'ira pas ailleurs, mais au moins sur les trafics axe Seine qui viennent ou qui partent de Paris, de l'Île-de-France, je crois que vraiment le fluvial est ce qu'il faut aujourd'hui développer, et surtout qu'avec la Chatière en 2027, on aura déjà un outil qui nous permettra de donner beaucoup plus de pertinence à la connexion maritime fluviale. Et puis le fret ferroviaire, c'est protéger l'existant déjà,
c'est-à-dire ne pas commencer à démanteler ce qui existe, et puis se mettre en ordre de marche avec des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'il faudra que l'État mette en place. Ce n'est pas la SNCF toute seule qui peut s'en sortir. D'abord, elle n'est pas seule, puisqu'elle a aussi ses concurrents, hein, mais qui, eux non plus, n'ont pas les moyens d'investir fortement. Donc là, il y a vraiment un enjeu de politique nationale. Et là, on interroge un peu aussi l'État sur sa responsabilité si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Un grand merci, Patrick, et merci à la commission qui a travaillé. Oui. Il y a un problème. Après, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Juste. Il a trop parlé ce matin. Et... Bon, on va y venir. Je peux juste Madame rajouter... la Présidente, oui. le seul problème qu'on va avoir, oui. c'est qu'on est 2 personnes, on doit être à Niort impérativement à 20h. D'accord. On Oui. est resté puisque ça permet d'avoir le quorum. D'accord. Mais à 15h20, nous sommes obligés de partir. Alors, bah, c'était important de voilà, le dire. c'est les contraintes que je vous donne. Oui, on a un petit quart d'heure. On a le quorum. On a le quorum jusqu'à 20, c'est ça? Actuellement, on a le quorum, on est 68 présents. Alors, personne ne quitte la salle. Personne ne quitte la salle tant qu'on n'a pas voté. Bon. Alors, tout de même. Oui, juste rajouter quelque chose. J'ai parlé du SDRIF tout à l'heure, donc du schéma régional de l'Île-de-France. J'ai omis quelque chose parce qu'il y a une partie sur le fret que j'ai lu avec attention. Et ce qui est quand même là rassurant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le risque du canal Seine-Nord-Europe et que l'Île-de-France, comment va-t-elle se positionner par rapport à cette ouverture de canal Seine-Nord-Europe? Il est rappelé quand même dans le SDRIF qu'il fallait d'abord favoriser le report de transport de marchandises de la route vers le fleuve et vers la voie ferrée. Donc ils sont en phase avec ce qu'on a avant. Et surtout, ils insistent sur la liaison entre l'Île-de-France et le port du Havre et sur l'axe Seine qui est un atout majeur avec un objectif de multiplication du trafic par 4, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça veut dire que l'Île-de-France est bien dans la perspective de conforter l'axe Seine et de conforter son lien avec le port du Havre. Je crois que c'était important quand même de le préciser. Donc, merci beaucoup, Patrick. Merci donc à tous les membres de la commission. Non, mais je termine. Merci à tous les membres de la commission qui ont travaillé pendant des mois sur ce rapport. Et à Pierre Landais, le rédacteur. C'est lui qu'il faut applaudir. Oui. Bien, alors, le débat est ouvert. Monsieur Dubourguet, après, et toc 1, 2, 3. Ok. Vas-y. Alors, ce rapport souligne bien la déchéance du fret ferroviaire en Normandie et en France. Les divers plans de soi-disant relance n'ont eu pour effet que de l'affaiblir encore plus en l'isolant du reste de l'entreprise SNCF. Un conducteur ne pouvant plus conduire que pour une seule activité et des agents au sol n'ayant plus le droit de s'occuper des trains fret, fermant au passage des gares au fret ferroviaire. L'ouverture à la concurrence, devant encore une fois le relancer, a été un échec cuisant, où les nouveaux entrants se sont placés sur quelques marchés les plus rentables, mettant en difficulté l'équilibre financier du système. Les réformes du ferroviaire qui ont suivi, transformant Fret SNCF en filiale du groupe SNCF, étant si bien ficelées que Fret SNCF ferme ses portes en cette année 2025 et devient Exafret et Technis, tout en lâchant 30% des trafics les plus rentables. Tout cela répondant aux injonctions européennes, mais surtout du gouvernement, car d'autres choix étaient possibles, l'exemple étant l'Allemagne, où les décisions ont été tout autres. Les grands gagnants de toute cette histoire sont les entreprises privées et les transports routiers. Le plus grand, d'ailleurs, le plus grand concurrent du ferroviaire. Le groupe SNCF en étant d'ailleurs le numéro 1 en France. Ce bref historique nous paraissait important pour démontrer que la relance du fret ferroviaire et du fluvial, même si l'historique n'est pas le même, ne dépendront que d'une seule chose, la volonté politique. Nous pouvons d'ailleurs faire un parallèle avec le transport de voyageurs qui subit la même politique avec une division en différentes entités, ce qui le désorganise et le complexifie, engendrant des dépenses qui explosent
sans avoir de garantie de résultat. Nous avons pu le voir encore une fois avec le budget régional aujourd'hui. La CGT est d'accord avec les préconisations du rapport, mais considère que cela aurait pu aller encore plus loin. Pour la CGT, la seule réponse sera pour le ferroviaire un opérateur unique et public pour un vrai service public du fret ferroviaire qui pourra répondre aux enjeux climatiques et à la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. La CGT votera pour ce rapport du Césaire. Merci, j'avais deux observations. Alors, c'était une heureuse nouvelle, la lecture du SDRIF, parce que moi je ne l'avais pas lu, je me suis contenté bêtement de lire la presse. Parce que la seule problématique, c'est le respect d'un projet avec les commandeurs de base. Puisque le plus doit être conforme au SCOT que conforme au SDRIF, mais la NPN, le SDRIF, elle n'en a rien à faire, si je peux dire. Alors, à partir du moment où dans le permis de construire prévoit la NPN et que c'est conforme donc au plus, je ne vois pas où il y a de sujet, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de risque. Donc j'avais fait des observations par écrite, mais du coup je pense qu'il n'y a pas de risque. Alors par contre, il y a un risque environnemental sur un petit sujet quand même qui, je pense que Dimitri sera d'accord avec moi, qui est le sujet de la chatière. C'est juste pour rappeler qu'on a fait malheureusement le choix de la solution la plus problématique sur le plan environnemental, mais parce qu'elle était la moins chère. J'attire d'ailleurs le sujet, je ne sais pas si ma collègue d'Europa est là, il ne faudrait pas qu'on tombe dans un syndrome A69, parce que les travaux sont déjà commencés, et si jamais le tribunal administratif de Rouen venait à considérer les travaux illégaux, il y aurait un sacré problème. Pardon ? Il faudra juste voter une loi. André, il faut retirer tout de suite le recours dans ces cas-là, comme ça on ne prendra pas de risque. D'accord. Oui, donc déjà un grand merci à Patrick, Pierre et toute l'équipe de la commission pour ce travail extrêmement fourni et détaillé. C'est vraiment, je vous donne mes félicitations. Je vous dis en préambule que pour UNSA, on votera pour, évidemment. J'ai juste quelques petites remarques un peu générales, je ne suis pas spécialiste. Enfin, même si c'est un sujet qui m'intéresse dans la mesure où, en tant que professeur en BTS, je faisais un gros chapitre sur les transports, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, on a visité le port du Havre et les centres de logistique et tout ça, donc c'est vraiment important. Une première remarque concernant, il y avait le slide avec les différents ports et les transports qui en sortaient. Et on voit bien que les ports néerlandais favorisent nettement plus que nous le transport fluvial. Et on voit donc que c'est tout à fait faisable et c'est bien de mettre ça en exergue dans les précaux. En plus, on voit que ce soit le fret par rail ou fluvial, sur le chapitre de la décarbonation, l'intérêt est évident. J'imagine en revanche, je ne sais pas, moi je ne suis pas politique à ce niveau-là, mais j'imagine que le lobby du transport routier ne serait pas très favorable à un rééquilibrage à ce niveau-là, mais moi ça me paraît évident parce qu'au niveau de l'empreinte carbone des différents modes de transport, le fluvial et le fret est beaucoup plus intéressant que la route. Donc globalement, je suis d'accord, les précaux sont bien faites, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'il faudrait faire. Je voulais revenir un petit peu sur le transport multimodal qui a été mis en exergue, surtout dans la partie des pages 114, 118. C'est tout à fait d'accord, hein, c'est super important. Sans oublier, il faut insister sur le fait qu'il ne faut jamais mettre en concurrence le rail et le fluvial. Il faut au contraire que les deux travaillent ensemble, hein, qu'on fasse, je ne sais pas moi, le transport des conteneurs, d'abord par navire, puis sur le fleuve, la Seine en l'occurrence, et puis après sur le train pour arriver vers la destination, on va dire.
Tu avais parlé du fait qu'une entreprise comme Amazon ne veut en aucun cas considérer autre chose que le transport routier. Et ça me fait penser aussi à une chose que je ne connaissais pas avant d'avoir lu cette étude, et tes explications tout à l'heure, les péages pour le ferroviaire sont très élevés apparemment, et je l'ignorais, et c'est tout à fait anormal. Donc il faudrait, à mon sens, qu'au niveau des précaux, il faudrait peut-être insister sur le fait qu'on fasse baisser ces péages au niveau ferroviaire, voire même augmenter les péages pour le transport routier. Et ça pourrait peut-être inciter un certain nombre d'entreprises à agir de façon différente. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, non, il y a Christophe Lebaille qui veut intervenir. C'est bon. On est bien. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être le plus rapidement possible. Donc, Mesdames et Messieurs, donc la CFDT, fidèle à ses valeurs de justice sociale, de solidarité et de transition écologique, souhaite apporter un avis constructif sur ce projet d'avis relatif à la décarbonation du fret en Normandie. Cependant, force est de constater que face à la multiplication des aléas climatiques, les raisonnements de court terme engagés depuis des années 1970 et 1980 ne vont pas dans le sens des enjeux de décarbonation à atteindre dans le domaine des transports et de la mobilité. Premier secteur émetteur des gaz à effet de serre en France, il pèse lourd dans l'objectif de neutralité carbone prévu pour 2050. Notre objectif est clair, défendre un développement du fret ferroviaire et fluvial qui soit à la fois ambitieux sur le plan environnemental, garant de progrès social et porteur de cohésion territoriale. Premièrement, nous soutenons pleinement l'objectif de doubler la part modale du fret ferroviaire et d'augmenter significativement le fret fluvial, et ce, même si les principes de réalité s'imposent à nous. Pour nous, ces modes de transport sont essentiels pour réduire l'empreinte carbone du transport de marchandises et répondre à l'urgence climatique. Ils offrent des solutions massifiées, sûres, peu polluantes, structurantes pour les territoires, tout en contribuant à l'égalité d'accès à la mobilité et à la réduction des fractures territoriales. Mais ce développement doit s'accompagner d'une exigence sociale forte. Il est impératif de maintenir les droits des salariés lors des transformations, d'assurer la qualité de l'emploi, l'attractivité des métiers et de proposer une formation professionnelle adaptée aux transitions en cours. Deuxième point, la réussite de ce report modal ne pourra se faire sans des investissements publics massifs, pérennes et équitables. L'État et les collectivités doivent s'engager financièrement pour moderniser nos infrastructures ferroviaires et fluviales, soutenir l'innovation et garantir la qualité de service. Là encore, le principe de réalité s'impose à nous. Les caisses sont vides, il nous faut réinventer les manières d'y arriver. Il faut aussi garantir une juste répartition des efforts. Les modes les plus polluants doivent contribuer davantage au financement de la transition dans une logique de fiscalité écologique et solidaire incitative. Troisièmement, la CFDT rappelle que le fret ferroviaire et fluvial relève d'une mission de service public qui doit rester accessible à tous les territoires et favoriser l'inclusion sociale. Nous alertons sur les risques liés à l'ouverture à la concurrence. Ça a été dit, trop souvent, cela conduit à une dégradation du service, à la précarisation des salariés et à une perte de maîtrise publique sur les choix stratégiques. La transition écologique du secteur doit se faire en garantissant la continuité des droits sociaux, l'accompagnement des salariés dans les mutations et la valorisation des compétences. Quatrième et dernier point pour la CFDT, la transition vers un fret décarboné doit être menée dans le cadre d'un dialogue social renforcé associant l'ensemble des parties prenantes, salariés, usagers, collectivités, acteurs économiques et environnementaux. Ainsi, pour favoriser la logistique multimodale, il s'agit par exemple de renforcer les plateformes existantes en bord à voie d'eau ou raccordées déjà au réseau ferroviaire. Il convient d'accorder une attention particulière à ce type d'équipement dans les documents de planification régionale, Stradet et local Scott Pluie, tout en faisant attention de ne pas obérer les capacités de développement de la multimodalité en préservant
les infrastructures existantes d'embranchement et de triage. Nous soutenons le développement de la multimodalité et l'innovation technologique à condition que ces évolutions bénéficient aussi aux salariés et aux territoires. Il est indispensable de garantir l'égalité d'accès à la mobilité, de lutter contre l'exclusion et de promouvoir la diversité et l'inclusion dans tous les métiers du secteur. Pour conclure, la CFDT réaffirme son engagement pour un fret décarboné, solidaire et porteur de progrès social. Nous appelons le Césaire et les pouvoirs publics à faire du développement du fret ferroviaire et fluvial un levier majeur de la transition écologique dans le respect des droits des salariés et au service de l'intérêt général. Je vous remercie de votre attention. La CFDT salue le travail bien évidemment réalisé par le comité d'études et la commission numéro 3. Elle approuvera l'avis du Césaire. Merci. Alors, j'ai une demande. Marc, et puis... Oui. Oui. Ah, Christian. Excuse-moi, Christian. Alors, Christian, Marc et Albert. Et Anne, en quatrième. Vas-y, Christian. Oui, merci Catherine. Je commencerai par rassurer Richard sur un de ses propos, évidemment en saluant le rapport qu'a fait Patrick et Pierre, des nombreuses réunions que nous avons eues, qui ont été des réunions intéressantes. Pas tout seul, hein. Non, je dis nous avons eu, oui. Entre des gens qui sont plutôt qualifiés d'experts, dont je faisais partie, et d'autres pas du tout, et donc la confrontation des idées forcément intéressantes. Richard, sois rassuré, le lobby routier, parce que c'est le terme que tu as utilisé, je crois, n'a aucun problème avec le développement du fluvial et du ferroviaire, à tel point que de très nombreuses entreprises du secteur routier investissent dans ces modes. Si on prend par exemple en Bretagne le premier transporteur qui sont les transports Lay, qui est à Rennes, 8% de son chiffre d'affaires est réalisé par voie ferroviaire. Et c'est quelque chose qu'il développe depuis une dizaine d'années. Donc plus on fait par la route, plus on fait par le fleuve, moins on a besoin de conducteurs. Ce qu'on peut reprocher au transport routier, et les transporteurs sont très soucieux de la décarbonation. Le carburant majoritaire qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est du biocarburant. Les premiers véhicules électriques sont arrivés à Caen. Le comité national routier, qui est un observatoire économique dont j'ai fait partie en son temps, a aujourd'hui des indices de prix de revient de véhicules électriques. Donc, on est complètement dans la logique. Le seul reproche qu'on puisse faire au transport routier, c'est de s'être adapté en permanence à la demande et aux besoins des clients. Dans les années 70, il n'y avait plus de sidérurgie, il n'y avait plus de charbon. Il a fallu réduire les quantités demandées sur des plus petites distances. On a diminué les distances parcourues par les transporteurs français sur les 10 dernières années de 20%. On a amélioré les coefficients de remplissage. On est aujourd'hui à 85% de remplissage sur 90% des kilomètres. Donc on est dans l'excellence économique. Donc la préoccupation du partage des modes de transport, elle est chez les transporteurs routiers. Il faut, au contraire, et ça a été dit, avoir 2-3 éléments forts. Le premier, c'est de faire comprendre à ceux qui achètent le transport, en rappelant d'abord que le transport, ce n'est que 30% de la logistique. Donc c'est un petit élément d'une organisation logistique complète. Il y a des gens qui vont mettre des plateformes logistiques en plein centre de la France. C'est parce que c'est le meilleur barycentre de flux, entre les flux amont et les flux aval. Donc tout ça, ce sont des calculs économiques, parce qu'au bout du bout, il y a un consommateur qui va payer. Alors, donc là, à partir de là, les éléments majeurs, c'est rééduquer vers tous les modes de transport les jeunes qui sont en formation. Tu as fait de la formation. J'ai longtemps présidé l'Union portuaire rouennaise qui a un centre de formation, et on a, les 5 dernières années, renversé la part d'enseignement modal en faisant aujourd'hui 80% d'enseignement fluvial et ferroviaire pour 20% de la route. Donc on est juste à l'inverse des pourcentages d'utilisation, de telle sorte que nos étudiants sortent avec un apprentissage fluvial et ferroviaire
pour entrer dans des entreprises en disant à l'entreprise, mais dis donc, pourquoi vous ne faites pas du fluvial? Pourquoi vous ne faites pas du ferroviaire? Donc on va travailler dans ce sens-là. L'autre élément, c'est l'attractivité vers les métiers ferroviaires et vers les métiers fluviaux. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais la Seine, on peut multiplier par 3 ou par 4, mais il faut les engins, il faut la main-d'œuvre. Et donc ça, c'est pour ça que ce centre de formation, alors qu'on a basé à Rouen pour des raisons d'équilibre géographique et que c'est un port fluvial majeur, il faut qu'on crée les conditions favorables à tout cet environnement. Alors après, il y a les éléments de taxation. Alors oui, il faut pollueur-payeur. Est-ce qu'on aide celui qui ne pollue pas? Enfin bon, ça, ce sont des sujets politiques. Donc il ne faut pas oublier non plus que le transport routier français, il est en concurrence avec un transport routier étranger. Combien même on taxe les routes, ça a été le cas de l'écotaxe, notamment en Bretagne, parce qu'en fait, on renchérissait de manière excessivement importante tous les flux locaux de sous-traitance locale. Et donc, on avait un coût de production industrielle qui augmentait très fortement. Mais ça reste à la marge. Ensuite, le modèle social du transport routier français est un modèle que toute l'Europe nous envie. On a le deuxième coût, et moi j'en suis ravi, à la limite, c'est peut-être un handicap commercial, mais en fait, c'est une fierté d'entreprise. On a le deuxième coût horaire de main-d'œuvre sur toute l'Europe. Donc ça veut dire qu'on donne des conditions qui pourraient être encore meilleures. Donc la difficulté de la répartition, c'est de ne pas trop affaiblir le transport routier français par des solutions qui pourraient paraître simplistes, parce que derrière, c'est la part étrangère par le cabotage qui va prendre. Donc l'état d'esprit des routiers, il est au contraire très ouvert au mode. Ils sont prêts à investir, y compris sur le fluvial. Et sur le fluvial, comme il y en a quelques éléments qu'a pas cité Patrick, mais qu'on avait évoqués en commission, qui sont de lever des freins administratifs en France, ou sur l'axe Seine, par exemple, sur l'organisation douanière du transport par barge de Paris au Havre. On a quand même 3 documents douaniers, on a 3 documents de transport fluviaux, un entre Paris-Rouen, Rouen-Tancarville et Tancarville-Le Havre. On a des problèmes de DREAL, on a des problèmes d'autorisation, c'est-à-dire qu'un batelier français, il a un permis qui lui permet d'aller de Paris jusqu'à l'embouchure de l'Escaut, mais il ne peut pas aller de Paris jusqu'à l'embouchure de la Seine. Il faut qu'il passe une autre habilitation. Donc il y a tous ces éléments-là. Et nous, on veut absolument, dans le monde de la logistique que je représente, faire le maximum possible sur le fleuve, sur le rail, parce qu'on a besoin, alors on parle beaucoup de souveraineté alimentaire et autres, mais on a aussi besoin d'une souveraineté logistique. Si on perd le savoir-faire logistique dans un pays, on perd une puissance de frappe énorme. On a un savoir-faire logistique qui est reconnu à l'étranger. Les Français ont énormément investi dans toute l'Europe, notamment ce sont des Français qui sont les premiers routiers en Angleterre. Donc il y a quand même un savoir-faire en Pologne et autres. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a de la concurrence évidemment du business, mais dans le fond de la stratégie, il n'y a aucun problème sur le sujet. C'est juste, après, comme ça a été dit, d'aligner des planètes administratives pour nous faciliter la tâche. Et sur le canal Seine-Nord, on a 10 ans d'avance sur le canal. On a 10 ans pour s'imposer. Et plus on va le faire vite, plus on le fera fort. Et il faut donc, contrairement à ce qu'on nous demande à nous de faire, de dire soutenez le canal Seine-Nord, moi je dis aux gens des Hauts-de-France et aux gens d'Île-de-France, soutenez l'axe Seine d'abord. Et plus il y aura de fret fluvial sur l'axe Seine, plus il y en aura sur le canal Seine-Nord. Merci. Marc, c'est à toi. Merci Catherine. Alors, merci Christian, parce qu'en fait, je voulais aborder la complémentarité des sujets transport routier et transport ferroviaire et fluvial. Parce que alors d'abord, parce que historiquement, j'ai d'abord commencé par le transport. Dans mon métier, transport routier, ensuite transport du gaz et ensuite transport de la data. Donc j'ai toujours été dans le transport d'une manière ou d'une autre, même si ça n'a jamais été la même chose. Et ce que j'ai entendu du rapport, qui est un
rapport qui a demandé beaucoup de travail, qui est très construit, très organisé. C'est le manque d'interconnexion en fait avec les enjeux du transport routier. Bien sûr, tu l'abordes en particulier sur la concurrence gaz à effet de serre et sur peut-être le dernier kilomètre. Mais entre les deux, il y a exactement ce que décrit Christian. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'interactions et en fait, il n'y a pas nécessairement de vraie concurrence. Il y a plutôt de comment organiser l'intérêt de passer de l'un à l'autre et donc le multimodal. Et puis, j'ai une interrogation sur le fait, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'autosaisisse en fait, de justement, en plus de ça, du fret en général, mais tout compris en essayant de trouver le modèle financier de l'ensemble, parce que là, on est dans l'incantation du besoin et on n'a pas nécessairement le travail de combien ça coûte. Parce que, à de brut pour point, j'aurais tendance à dire que s'il faut attendre 20-25 ans pour avoir... Alors, je ne parle pas du fluvial qui peut aller plus vite, mais sur le ferroviaire, s'il faut attendre 20-25 ans pour avoir éventuellement les budgets qui nous permettraient peut-être que ces mêmes budgets pour décarboner les transports de camions pourraient peut-être aller plus vite. Et l'infrastructure routière, on l'a déjà. Donc voilà, je dis simplement qu'il faudrait qu'on arrive peut-être à aller plus loin dans ce rapport qui est déjà un grand pas, je pense, mais peut-être aller plus loin. Albert. Oui, merci. Je ne sais pas, le comité d'études évoque très très peu les lignes ferroviaires sud de Normandie, le Paris-Granville notamment. Et pourtant, entre la Beauce et le Bocage, entre le Bocage et le port de Rouen, il y a quand même les transports de marchandises qui occasionnent quand même pas mal de dégâts sur les routes, notamment la paille. Alors je sais bien, c'est un peu saisonnier, mais ça représente quand même des volumes importants et des dégâts importants sur nos routes du Bocage notamment. Et dans la mesure où l'élevage est peut-être en diminution, il y a peut-être une augmentation de production de blé dans ce bocage et ce blé rejoint forcément le port de Rouen. Donc, est-ce que le comité d'études a écarté, parce qu'insuffisant en termes d'intérêt, je ne sais pas, ces lignes sud ferroviaires de Normandie ? Anne. Merci Madame la Présidente. Bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas eu l'occasion de saluer. Je vais commencer par rassurer certaines personnes dans l'assistance qui s'inquiètent des votes que nous pourrions faire. L'Union syndicale solidaire Normandie votera en faveur du projet d'avis du Césaire sur le fret en Normandie. Toutefois, nous souhaitons alerter sur la nécessité de modifier nos modes de consommation. Gérer les besoins en transport de marchandises tels qu'ils existent actuellement n'est pas suffisant. Constater que le transport routier existera toujours de façon conséquente et qu'il faut en transférer une partie sur les modes ferroviaires et fluviales ne peut nous contenter. Nous devons repenser nos modes de consommation afin de cesser le pillage et la dévastation de notre planète. Nous devons favoriser le réemploi. Les circuits courts, revoir nos modes de logement, cesser d'acheter de l'inutile qui dort dans les placards, arrêter de faire venir des poires d'Afrique du Sud ou du raisin du Brésil. Nous devons réduire la production de produits jetables au profit de biens réutilisables. Le fret, c'est aussi le transport de pétrole et de carburant, de minerais, de bois qu'on envoie en Chine et qui nous revient sous forme de meubles ou de lattes de plancher, etc. Les exemples sont nombreux. La planète et l'existence du vivant sont en danger. Nous devons transformer nos modes de consommation. L'urgence est à l'intelligence, à l'éveil des consciences, à l'éducation, à la recherche, au partage, à la solidarité. Les progrès scientifiques, technologiques et numériques doivent être au service de la préservation du vivant. Faire en sorte que notre société s'organise suivant une autre logique, ce n'est pas perdre le bonheur, mais en inventer un nouveau. Merci pour l'introduction. Oui. La conclusion aussi. Je te laisse dire un petit mot.
Bien, j'ai manqué à tous mes devoirs en remerciant pas quand même tous ceux qui ont collaboré à ce projet. J'en suis que le rapporteur, je voudrais quand même le signaler. Il y en a parmi dans la salle qui sont là, qui sont présents aujourd'hui. Pierre, bien sûr, qui a été la plume de ce rapport, qui effectivement est très dense, comme je l'ai dit, et qui n'a pas été simple. Hein. Je le rappelle, on voit bien dans les interventions que les enjeux dépassent souvent notre territoire, donc ce qui complexifie bien sûr l'approche. Donc si je résume rapidement les différentes questions, pas de concurrence entre le fluvial et le ferroviaire, oui, pas de concurrence. On voit bien d'abord que dans la temporalité, on l'a dit et redit, le fluvial sera peut-être plus facile à remettre en route que le ferroviaire qui demande un temps plus long. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire dans le ferroviaire. La preuve, c'est que j'ai cité des exemples. Le ferroutage qui est reparti sur Cherbourg-Bayonne. Il y a des choses qui peuvent être faites aujourd'hui. Par contre, si on veut démarrer et avoir un objectif très rapide et très ambitieux, on sait très bien que ça sera très compliqué. Alors les péages, c'est vrai que les péages ferroviaires, d'une manière générale, sont élevés. Les trains payent, je dirais pas l'intégralité, mais presque de l'usage de leur infrastructure. Alors quand je citais la route, il faut moduler. J'ai toujours l'exemple en tête, et je le cite à chaque fois, c'est que, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'Assemblée nationale qui l'a cité, c'est qu'un transporteur qui fait du transit Allemagne-Espagne, qui traverse la France, parce qu'il n'a pas le choix, avec son camion, il fait le plein avant de franchir la frontière, il traverse la France de part en part sans s'arrêter, donc il ne consomme rien, et il essaie par tous les moyens d'éviter les autoroutes. On le voit, la Nationale 10 est engorgée de poids lourds, la route Centre-Europe également. Et en fait, dans tous les pays d'Europe, à part la France et l'Italie, il y a une taxe que vous payez quand vous rentrez dans un pays et que vous utilisez les infrastructures, notamment en Allemagne. Ce qui d'ailleurs pose un problème, c'est qu'il y a beaucoup de camions qui, au lieu de longer le Rhin en Allemagne, le longent en France parce que effectivement c'est gratuit et que l'Alsace se bat pour imposer une taxe qu'elle n'arrive pas à imposer parce que l'Europe vous impose de l'imposer à tout le monde, y compris aux transporteurs nationaux, faute de quoi il y a une distorsion effectivement en termes de concurrence. Donc ça pose un vrai problème. Mais par contre, la route, elle paye la taxe à l'essieu, on en a suffisamment débattu avec Christian. Donc le gros sujet, c'est est-ce qu'il faut faire payer le pollueur ou est-ce qu'il faut aider le non-pollueur? C'est la question qui était posée tout à l'heure. Faire payer le pollueur, ça paraît plus simple et ça paraît plus logique. Après tout, celui qui dégrade quelque chose, il doit le payer. En même temps, il faut regarder le contexte économique, faire attention à ce qu'on fait. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus. C'est un débat qui n'est pas clos. Hein, on peut continuer à en parler. Oui, l'évolution de la route, c'est vrai que, Christian l'a dit, les transports Malherbe, qui sont des transporteurs normands, viennent d'acheter des camions électriques. Sauf que seuls des gros groupes peuvent s'engager aujourd'hui parce que d'abord les camions électriques ça coûte plus cher. Deuxièmement, il faut avoir des bornes de recharge rapides. Donc effectivement, on s'aperçoit que c'est des transporteurs relativement importants qui s'engagent aujourd'hui dans l'achat de camions électriques. Donc, mais c'est une piste. Certains commencent à l'utiliser. Et puis je dirais que pour ne pas opposer la route au ferroviaire, le bon exemple c'est le ferroutage. Le ferroutage aujourd'hui, ça consiste à mettre des remorques routières sur des trains. Ce qui permet d'éviter de faire du transit de longue distance avec effectivement les camions. Alors sur le fluvial, je ne l'ai pas cité, mais on est en attente aussi de la stratégie nationale sur le fluvial. L'État doit effectivement publier cette stratégie et effectivement on attend avec impatience de voir qu'est-ce que l'État va mettre comme levier pour relancer le trafic fluvial. Alors, combien ça coûte? Effectivement, on a pensé commencer à mettre des coûts derrière ce qu'on a proposé. Il y a des choses dont on connaît le coût. Chatière, on sait combien ça coûte. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si Pierre en a un peu parlé, mais on n'a peut-être pas beaucoup encore avancé là-dessus. Mais dans le rapport, on a mis quand même un échéancier aussi des projets qu'on propose. Il manque des fois certains coûts parce qu'on ne les a pas. Hein, mais à part le canal Seine-Europe, on sait que ça coûte 5,1 milliards d'euros au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Et les délais, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà dit, le fluvial, on pourra le remettre en marche sûrement beaucoup plus vite que le ferroviaire avec une grande ambition. Et puis, dernier point, avant-dernier point, Paris-Granville,
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que là, on est sur du trafic très diffus et qu'aujourd'hui, le ferroviaire n'est pas bien organisé pour réaliser effectivement du trafic saisonnier de paille. Ça se regarde peut-être. Il faudra massifier quelque part les choses à transporter et ça dépend où ça va. Si c'est pareil, si ça va sur des zones qui ne sont pas desservies par le rail, ça voudra dire qu'il faut encore faire des transits avec la route. C'est pour ça qu'on n'a pas abordé ces routes comme Caen-Rennes. Mais Caen-Rennes, n'importe comment, les voies ne sont pas aptes à du trafic fret ferroviaire. Alors déjà, c'est réglé. Malheureusement, ça n'a pas été équipé pour. Et puis, dernier point, c'est ce que dit Anne. C'est une belle conclusion. C'est vrai que l'enjeu majeur, c'est peut-être non pas de trouver que du report modal, mais réduire... mais c'est un problème sociétal. Là, on rentre dans un autre domaine de réduire la consommation, la distance que l'on se fixe avec des produits qui ne sont pas de première nécessité, qui viennent à l'autre bout du monde. Mais alors là, c'est un enjeu qui nous dépasse un peu. Mais je l'ai dit, hein, j'ai parlé de la sobriété tout à l'heure. Ça peut jouer parce que l'évolution et l'explosion du transport, c'est aussi l'évolution des besoins qui ont complètement changé et qui font qu'aujourd'hui... on est beaucoup dépendant, en plus il y a le problème de la dépendance, et qu'on a fait exploser du trafic longue distance qui n'existait pas avant. C'est clair, c'est la mondialisation. Hein. Qui devait être heureuse, mais qui ne l'est peut-être pas forcément. Merci. Quand on dit qu'on est juste en quorum, alors on va passer au vote et on pourra éventuellement prolonger après avoir entendu nos invités. Donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions ? Une. Des contre? Non. C'est bon, c'est voté. Une abstention. Donc une abstention sur 89 votants, ça fait donc 88 votes pour. Il y a Dimitri qui a demandé. Dimitri, vas-y. André m'a envoyé la balle, donc je pouvais que la prendre, mais après les débats, je ne voulais pas rajouter une couche. Et je vais expliquer un peu mon abstention quelque part. C'est que le projet de la Chatière est un très beau projet dans son principe. Après, ce qu'on en a fait, le choix qui a été fait, comme l'a rappelé André, c'est un choix, c'est un écocide. C'est vraiment un écocide. Et il me semble que nous, on doit défendre l'environnement et on ne doit pas opposer l'économie et l'écologie. Et dans ce projet-là, on a opposé économie et écologie. Je rappelle que c'est un projet qui coûte 125 millions d'euros, qui est financé à 90% par des fonds publics. C'est un projet qui va consister à déplacer 2,8 millions de mètres cubes de sédiments. C'est un projet qui demandera un entretien continuel de dragage. Donc c'est un projet lourd. Dans un estuaire, l'estuaire de Seine, c'est le dernier estuaire avant la mer du Nord. C'est donc un estuaire primordial pour toute la chaîne trophique. C'est un estuaire qui produit des services halieutiques. Il a déjà perdu, depuis l'après-guerre, il a perdu 3/4 de sa surface qui ont été asséchés. Vous voyez très bien, quand vous passez le pont de Normandie, il y a des hangars partout. Toutes ces zones-là étaient des zones humides, des zones dans lesquelles la mer rentrait, quoi. Et derrière le projet de la Chatière, il y a toujours ces fameuses mesures éviter, réduire, compenser, le truc qui mérisse le poil, tout simplement parce qu'on n'évite rien, on compense rien, on réduit rien, quoi. Enfin bon, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Et si nous, on a fait un recours, nous, pêcheurs, contre le projet, c'est pas pour emmerder Aropaport ou je ne sais quoi, c'est parce qu'il y a un vrai enjeu après sur les nourriceries de sol, les nourriceries de bar. Et je rappellerai qu'à la date d'aujourd'hui, je ne sais plus qui à midi me parlait du bar, il y a des difficultés sur cette espèce-là, et que le stock de sol en Manche Est est réputé comme effondré par Ifremer. Donc on n'a pas concilié ce qu'on aurait dû concilier pour simplement des intérêts économiques à court terme, c'est-à-dire payer moins cher. Et ça, c'est quand même dommage. Merci. Merci Dimitri. Nous avons donc deux invités que j'ai présentés tout à l'heure, M. Dess, directeur général des ports de Normandie, et M. Palix, directeur territorial Normandie SNCF Réseau. Souhaitez-vous intervenir? En tout cas, merci à tous les deux d'avoir contribué aux auditions pour ce rapport. Vous pouvez descendre, il y a des micros, oui, voilà.
Monsieur Dess. Merci. Donc Philippe Dess, directeur de Port de Normandie. Port de Normandie, c'est le propriétaire effectivement des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, un syndicat mixte présidé par Hervé Morin, qui comprend la région, les 3 départements du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime et les 3 agglomérations ou communautés urbaines de Caen-la-Mer, du Cotentin et de Dieppe-Maritime. Donc un port qui est très en prise avec ces territoires qui sont en fait ses actionnaires. Notre activité principale, c'est le transmanche et de plus en plus les énergies marines renouvelables, la pêche bien évidemment et la plaisance, mais dans ce qui concerne le fret, on est sur le transmanche et les énergies marines renouvelables pour la plupart, quelques vracs sur Dieppe et sur Caen, mais pas de conteneurs, et c'est surtout là-dessus que je voulais insister. Nous n'avons aucune activité sur les conteneurs. Et nous avons par contre une activité très forte avec l'Angleterre et avec l'Irlande. Cherbourg est le premier point d'entrée sur l'Irlande en France. Et l'Interland va jusqu'en Espagne. Donc on dépasse un peu l'aire bordelaise de mémoire que tu avais indiqué, que tu as projeté tout à l'heure. Je retiendrai 4 points par rapport à ce qui a été évoqué. Le premier, c'est l'enjeu de la décarbonation. La décarbonation du transport maritime, c'est effectivement un très très gros enjeu, même si d'ores et déjà, un petit coup de pub, le transport maritime est de loin le moins impactant en termes de dégagement de gaz à effet de serre à la tonne transportée. Le transport maritime et les ports se sont engagés depuis pas mal d'années, à la fois sur la sobriété, avec une réduction très importante de la vitesse des navires, sur les nouveaux carburants, alors l'hydrogène pas trop, mais le GNL beaucoup. Le dernier ferry mis en place par Brittany Ferries sur la ligne Ouistreham-Portsmouth, c'est un hybride GNL électrique. Il y en a 2 dans le monde. Le second, c'est celui mis en place par Brittany Ferries sur la ligne Saint-Malo-Portsmouth. Le Saint-Malo, pour nous, c'est le Guillaume de Normandie. Mais au-delà des nouveaux carburants, nous avons aussi un enjeu considérable d'alimentation des ferries à quai avec de l'électricité. Quand je dis qu'il est considérable, il est considérable pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant les escales, mais il est considérable également en termes de dépenses. Une prise électrique pour les paquebots à Cherbourg, c'est 11 millions d'euros. Je crois qu'il faut bien comprendre que quand on parle de prise électrique pour un navire, on est sur des sommes qui sont colossales. Sur les ferries à Caen et à Cherbourg et le paquebot à Cherbourg, on est sur un programme de 36 millions d'euros. Et avec ça, on n'aura pas traité les ferries à Dieppe ni les paquebots à Caen. Donc c'est pour dire que cet enjeu-là, il est très fort. On a une obligation, mais comme nos collègues et amis d'Aropa, et eux, ils ont en plus le conteneur, on a une obligation à avoir été équipé d'ici 2030. L'ambition de Port de Normandie est d'avoir réalisé l'ensemble des branchements électriques à quai en 2027. Et puis le dernier point sur la décarbonation, c'est le report modal sur le fleuve et le train, mais ça fait partie des 4 items que j'ai retenus. Donc le premier, la décarbonation. Le second, favoriser le fluvial. Et pour nous, le fluvio-maritime, en fait, ça n'a pas du tout été évoqué, mais nous bataillons. J'ai l'impression qu'on essaie, comme les gamins, de monter un escalier roulant dans les supermarchés, alors que l'escalier roulant descend. À chaque fois qu'on avance un peu, on se retrouve au même point. Eh bien, sur le développement de cette ligne entre Port de Mille et le port de Caen, ce qu'on a appelé longtemps la canette, tous les vents sont contraires et nous y dépensons beaucoup d'énergie, mais j'y crois encore beaucoup. Favoriser le fret ferroviaire, tu l'as dit Patrick, et je salue bien évidemment Vincent Palix derrière moi qui interviendra juste après. C'est sans doute l'une des plus belles réalisations qu'on puisse présenter. Elle est toute récente.
On a lancé la ligne, Brittany Ferries a lancé la ligne au mois de mai. Nous avons réalisé, Port de Normandie a réalisé le terminal ferroviaire de ferroutage sur le port de Cherbourg. SNCF Réseau a modernisé la ligne. L'État et l'Europe nous ont aidés. On parle de, à terme, 25 000 poids lourds qui seraient retirés de la route et un équivalent CO2 de 14 000 tonnes par an. Enfin, ce sont des chiffres et ce ne sont plus des projets, c'est de la réalité. Et le démarrage de cette ligne, alors qu'on est à moins d'un mois encore aujourd'hui, on est le 19, c'est ça, le démarrage de cette ligne est plutôt encourageant et tant mieux. Mais une fois qu'on a réalisé ce terminal, on ne pourra pas en réaliser à Caen, puisque le terminal ferry est du mauvais côté de l'Orne, si j'ose dire, et du canal, surtout du canal. Sur Dieppe, c'est totalement impensable de desservir le terminal ferry avec une ligne ferroviaire. On pouvait imaginer moderniser la ligne ferroviaire jusqu'à Blainville, mais à des coûts qui sont faramineux. Et sur Dieppe, on y réfléchit, notamment dans le cadre de la création de l'EPR. Favoriser le fret ferroviaire, oui, c'est pas toujours facile, c'est toujours très cher. Et là encore, je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait qu'on a besoin d'une volonté très claire. Et la ligne Cherbourg-Mouguer ne se serait pas faite sans un appui et de l'Europe et de l'État, je le redis. Et le dernier point sur lequel je conclurai, c'est l'acceptabilité. Effectivement, sur Ouistreham, on a 100 000 poids lourds qui arrivent et qui partent, en tout 100 000 poids lourds, et qui donc traversent la ville tous les ans. Sur Cherbourg, on a 100 000 poids lourds qui évitent la ville, mais on sent bien que le degré d'acceptabilité n'est plus du tout celui qu'il a été et que chaque décennie qui passe nous amène un lot plus important de rejet de ces nuisances. Pour autant, quand on essaie de faire rentrer un train sur le port de Cherbourg, on traverse aussi la ville, on crée de la même façon une certaine forme de rejet, ou en tout cas de méfiance, ou en tout cas d'animosité. Donc le ferroviaire n'est pas non plus la panacée en termes d'acceptabilité. Nous avons énormément de soucis là-dessus, mais plus globalement, l'activité portuaire, l'acceptabilité sociétale de l'activité portuaire est sans doute le plus gros enjeu, avec le financement des investissements, le plus gros enjeu que nous aurons à traiter dans les 10 années qui viennent. Merci du travail qui a été fait, bravo, et merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Dess. Monsieur Palix, nous vous écoutons. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, bonjour et je m'excuse pour mon léger retard. Je vous remercie vivement pour cette invitation et puis je me permets aussi de vous remercier pour la profondeur du travail effectué, de l'analyse que vous avez réalisé ces derniers mois et qui prend forme dans le rapport que vous venez de voter. J'ai eu le plaisir moi-même d'être auditionné et de pouvoir partager les grands enjeux du système ferroviaire en Normandie, notamment bien sûr sur la dimension du fret. Et je ne peux que rejoindre la priorisation que vous avez fait autour des enjeux du fret ferroviaire, avec à commencer la brique 0 qui est l'entretien et la préservation des infrastructures existantes, tout par-delà. Je vous remercie vraiment de le poser ainsi parce qu'il est toujours plus agréable de parler de projets, de nouveaux objets qui permettraient de développer de nouvelles offres. Mon sujet aujourd'hui, c'est bien de sécuriser l'existant et faire que l'existant soit tout aussi performant demain qu'aujourd'hui. Pour cela, SNCF Réseau et ses 1500 cheminots en Normandie, pour 1500 km aussi à peu près, investit 120 millions d'euros par an sur fonds propres, notamment qui viennent des péages, et qui permettent de maintenir et de moderniser l'infrastructure au quotidien dans des conditions qui sont loin d'être simples, puisque 92% de nos jours travaillés en 2025 sont des nuits, puisque nous faisons nos travaux de nuit entre minuit et 5 heures du matin, tous les jours, 364 jours par an. Donc 92% de nos jours travaillés sont de nuit. Je crois que c'est le chiffre, et le chiffre montre bien combien nous sommes, en fait nous nous plions, et c'est notre métier, c'est notre fierté,
aux circulations ferroviaires qui sont la priorité, puisque notre sujet, c'est bien de desservir et de contribuer activement à la desserte et à la vie économique du territoire. De surcroît, grâce à ces montants investis, nous contribuons à faire vivre plus de 500 PME normandes. J'ai bien dit plus de 500 PME normandes que nous contribuons à alimenter dans tous les métiers. Donc nous sommes très vigilants à la tâche, à l'accroche que nous avons avec l'ensemble des filières industrielles du territoire normand. Tout ça nous permet aussi d'accompagner des projets qui sont en prise directe avec le territoire. Philippe Dess a parlé bien sûr de la ligne Cherbourg-Montguerre, qui est une fierté récente, mais aussi le développement du port du Havre. Hein. Quand vous avez un opérateur tel que MSC qui investit 1 milliard, eh bien, comme l'a très bien dit Christian tout à l'heure, l'enjeu c'est comment l'ensemble des modes permettront d'amortir ce développement. Le ferroviaire doit être une réponse au développement du conteneur. Nous avons pu développer une ligne ferroviaire ces jours-ci entre Le Havre et Nantes de conteneurs. Nous accompagnons aussi EDF pour certains de leurs projets que vous connaissez aussi. Et puis, une question qui a été posée autour de la basse Normandie et notamment de Paris-Granville. En fait, le ferroviaire est un mode massifié et donc il est très pertinent lorsqu'il y a de très forts volumes à transporter. Et il est pertinent économiquement sur des distances qui sont souvent au-delà de 200 km. En fait, le ratio permet de converger vers ça. On se rend compte qu'au-delà de 200 km, pour des très gros volumes, le ferroviaire a toute sa pertinence et permet en effet d'être très concurrentiel. Et on en fait donc un tapis roulant qui permet d'avoir une desserte, une fréquence et une capacité d'emport très importante. Donc tout ça pour brosser quelques grands objets sur lesquels nous sommes mobilisés. Développement de la part modale du fret en Normandie sur lequel nous sommes mobilisés. Toutefois, nous faisons avec un champ de disponibilité de financement qui est contraint. Vous évoquez dans votre rapport un grand nombre de projets qui seraient pertinent, appréciable, en tout cas que vous posez comme à adresser. Mon sujet aujourd'hui, le sujet de SNCF Réseau, c'est de sécuriser une nouvelle fois le financement de la modernisation du réseau actuel et il nous faut un peu plus d'argent que ce que nous disposons aujourd'hui pour cela. Nous comptons sur la conférence des financements actuellement pour nous permettre de dégager des pistes de financement nouvelles permettant d'abonder à l'effort de SNCF Réseau aujourd'hui, considérant que l'effort de modernisation du réseau doit se porter autour de 4,5 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Eh bien, le Césaire de Normandie vous remercie tout particulièrement, messieurs, d'avoir donné du temps pour cette étude qui s'est enrichie grâce à vos apports. Merci beaucoup. Mathias. Juste une petite réponse rapide à M. Palix. Je suis entièrement d'accord avec lui sur le financement. Et vu que la conférence sur le financement sera le 23, plusieurs organisations syndicales organisent un rassemblement devant le ministère des Transports. Donc je vous invite à y participer. Eh bien, merci à tous d'avoir tenu jusqu'au bout. On était pile poil. Hein. Quand j'ai vu partir Charlotte, je dis aïe. Donc vous êtes libérés. Merci, à bientôt. Oui, alors sauf ceux qui restent pour l'Assemblée générale de l'Association pour la promotion des mobilités ferroviaires normandes, qui est importante et qui soutient à fond toutes nos liaisons ferroviaires. Et bonnes vacances à tous. Et bonnes vacances pour ceux qui projettent de partir.